Bien, bonsoir, bonsoir et bienvenue. Pour commencer cette année, on avait commencé vraiment avec Raymond Bellou et on la continue avec Bertrand Bonello, qui nous fait vraiment l'amitié d'être présent ce soir et puis demain également à l'occasion de rétrospective, mais également aussi avec des films dans le cadre d'une carte blanche. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la Cinémathèque, puisque c'est, je pense, véritablement un des plus grands cinéastes français contemporains. Son cinéma est complètement passionnant, voire même vertigineux. Et donc, je vous demande de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Bertrand Bonello. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir Bertrand, encore merci infiniment d'avoir pris de votre temps pour nous accompagner, déjà d'avoir accepté l'invitation et de vous être prêté aussi au jeu de la carte blanche, puisque c'était un exercice auquel on tenait. On souhaitait montrer vos films, mais également, comme il y a vraiment beaucoup de résonance dans votre cinéma, il y a toujours beaucoup de questions de cinéma, et il était important aussi à nos yeux d'avoir des, je ne sais pas si c'est des filiations, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, d'avoir aussi d'autres films autour. Et donc un grand merci. Non, mais merci de cette invitation. En ce qui concerne la carte blanche, c'est toujours plus simple de parler des autres que de parler de soi. Et proposer et parler des films des autres, c'est toujours quelque chose de très agréable pour moi. Ouais. Bon, alors c'est parfait. On va commencer par parler de vous quand même. Et une première question, je pense qu'on reviendra souvent sur la question, sur cette question-là qui est la question de la musique. Mais j'ai envie de dire, c'est Bertrand Bonello avant le cinéma, puisque on sait pas beaucoup plus que ça, que vous êtes musicien avant d'être cinéaste. Et donc, deux questions en une, c'était quoi musicien? Vous étiez musicien professionnel, et comment, et quelque part pourquoi, quand on est déjà professionnel, finalement on change pour un autre art et une autre façon de s'exprimer? D'abord la musique, oui, ça vient de très loin. C'est-à-dire que j'ai commencé très très petit, vers l'âge de 4-5 ans. J'ai su lire les notes avant même de savoir lire les lettres, en fait. Donc j'ai fait intensivement, quand j'étais enfant, du piano, éventuellement destiné à être pianiste. Et puis après, je me suis intéressé à la direction d'orchestre. Et puis après, j'ai eu une bifurcation à l'adolescence quand, comme beaucoup, j'ai découvert le rock, le punk rock, la pop, etc. Et j'ai un peu laissé de côté la musique classique, mais j'ai continué dans la musique avec l'idée d'avoir en effet un groupe, etc. Et puis, mon premier vrai métier, en fait, en tant que musicien, c'est ce qu'on appelle musicien de studio. Donc, je louais mes services de pianiste, organiste, tout ce qui touchait un peu au clavier, à des chanteurs ou des groupes pour faire soit du studio, soit des tournées. Et il faut recontextualiser, c'était un peu la fin des années 80 à peu près, tout début 90. Donc c'est une époque où il n'y avait pas encore technologiquement ce qu'on a eu dans les années 90, à savoir les home studios, les ordinateurs qui permettaient une autonomie musicale et qu'on vit maintenant totalement depuis quelques années en cinéma aussi. Hein. Donc c'était assez archaïque et un peu ennuyeux le monde de la musique, et même si ça marchait bien comme musicien de studio, que je faisais beaucoup de tournées, que je gagnais pas mal d'argent, etc., il y a un moment où à 23-24 ans ça va, et je me suis dit mais qu'est-ce que ça va être à 40, qu'est-ce que je vais faire, et j'ai eu très peur de l'ennui à venir. Et du coup, je me suis dit, il faut que je change. Et alors, je connaissais très peu le cinéma. J'allais au cinéma de manière un petit peu comme tout le monde, sans passion, juste un peu les films qui sortent comme ça. Mais je me suis dit de manière un peu intuitive que le cinéma, que ça marche ou que ça marche pas, serait un territoire formidable à habiter pendant très très longtemps. Voilà, que c'était pas, que ça pouvait durer, que ce serait forcément la mise en scène, forcément. Ce serait intéressant, mais j'y connaissais pas plus que ça. Hein.
Et c'est un moment où j'avais fait, moi, une très très longue tournée pendant 2 ans et demi. Et chaque soir, j'avais économisé la moitié de mon cachet. Ce qui, à la fin des 2 ans, enfin, faisait quand même une belle petite somme. Et je me suis payé un court-métrage, en fait. Ça a été mon école. Court-métrage qui, par ailleurs, est extrêmement mauvais, dont il n'existe qu'une seule copie dans ma cave et j'ai une porte blindée. Tout le reste a été détruit. Mais bon, voilà, ça a été mon école et c'est surtout le moment où moi je commence à voir beaucoup, beaucoup de films. Alors là, de manière totalement compulsive. En plus, habitant à Paris, c'est vrai qu'on a un choix, on avait des choix en salle énormes, donc j'allais voir 3, 4, 5 films par jour. Et c'est la bascule vers vraiment l'obsession du cinéma. Elle s'est faite au moment où à la fois je découvre le cinéma et à la fois je commence à en faire. Mais il n'y a pas eu en effet le parcours entre guillemets classique, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas un parcours classique, mais ni de l'école, ni de l'assistanat. Enfin, tout est venu en même temps et tout est venu de manière un peu solitaire. Puisque c'est vrai que je connaissais personne dans le cinéma, que je connaissais plutôt des gens dans la musique. Donc voilà, ça a été ça après globalement le parcours pour commencer. Ouais. Ça veut dire du coup que c'est d'autant plus difficile quand on est, je veux dire, quand on n'est pas du milieu, comment vous êtes arrivé du coup à vous imposer au niveau production. Après et autres. la difficulté, on peut la juger que si on voit ce que c'est que la facilité, c'est-à-dire que pour moi tout me semblait normal quelque part. Donc ça me semblait, je me suis pas posé la question en termes de difficulté. Il faut se rendre compte à quel point c'était évidemment avant Internet, avant etc. Enfin, à quel point il y avait une forme de non connaissance des choses, de naïveté, d'innocence, et qui est merveilleuse quelque part. Par exemple, moi j'ai tourné ce court-métrage qui est enfermé dans ma cave blindée. Je l'ai tourné en Pologne. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Je pense que je voulais que personne ne me voie faire. Et c'était, je ne sais plus, en 92-93, et c'était juste après la fin du communisme. Il y avait encore des espèces d'énormes studios quasiment étatiques et plein de petites productions de cinéma qui s'installaient. Mais enfin, il n'y avait pas encore... ils étaient tous regroupés au même endroit. Et quand j'arrive, par exemple, il y avait donc une espèce d'énorme cantine qui accueillait un peu tout le monde. Et qui je croise à la cantine, c'était Steven Spielberg, qui était en train de faire ses repérages pour la liste de Schindler. Voilà, moi ça me semblait normal de croiser Spielberg. Je me dis voilà, je fais du cinéma, je croise Spielberg, c'est normal. Voilà. Et un jour, Spielberg me dit mais tu sais qui j'ai vu. Alors évidemment, comme je parlais bien anglais, on se parlait, enfin on se saluait, on se croisait. Hein. Et il me disait mais tu sais qui j'ai vu ce matin en train de se balader comme ça. Je dis non. Il me disait Stanley Kubrick. Bon, je trouvais ça normal. Voilà, je fais du cinéma, je rencontre. Voilà. C'est après j'ai compris que c'était pas du tout comme ça que ça marchait, quoi. Et Kubrick était en train de faire des repérages pour une éventuelle reprise de son Napoléon. Voilà, donc c'est ça l'innocence. Et c'est assez beau parce que ça n'arrive quasiment qu'une fois. Enfin, en tout cas, après ça disparaît, quoi. Donc la notion de difficulté, en fait, on l'a pas parce qu'on mesure pas. Quand on connaît pas les choses, on mesure pas. C'est beau. Et du coup, par ailleurs, je n'ai jamais plus rencontré Spielberg depuis. Hein, mais... Comme quoi, c'est vraiment exceptionnel. Comme quoi, c'était exceptionnel. J'aurais dû le savoir que c'était exceptionnel. Et du coup, je vais revenir à la musique, comme je voulais dire. Si vous avez des questions à poser, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, bien sûr. Oui. Oh mon Dieu, franchement, c'est vraiment le film de quelqu'un qui connaît pas du tout le cinéma, mais en même temps, il y a plein de désirs dedans. Hein, ça, c'est pas mal. Le thème du cinéma, j'étais parti sur... j'aimais bien un metteur en scène de théâtre à l'époque, qui est mort à ce moment-là, polonais, qui s'appelait Tadeusz Kantor. Et j'étais parti pour faire une espèce de docu-fiction autour de lui, et donc il meurt. Et donc, du coup, j'ai réécrit un petit truc, et c'est une actrice française qui jouait dans des films de Romer à l'époque, qui s'appelle Florence Darel, c'est une espèce d'aventure à trois avec elle et deux des comédiens principaux du théâtre de Cantor, qui sont deux jumeaux. Et après, c'est un road movie un peu burlesque, mais qui n'a aucun sens. Hein. Voilà. Oui, je connais les New York Dolls. C'est vrai que quand j'ai dit que j'ai un petit peu arrêté la musique classique et basculé, c'est vrai que tout ce qui est punk rock, enfin toute cette scène-là, globalement, m'a beaucoup...
Et les Stooges aussi, oui. Mais et en effet, quand moi j'ai commencé à penser le Nocturama, j'avais envie de le penser un peu comme un, oui, un peu comme un geste punk, c'est vrai. Enfin, en tout cas, non pas forcément de ma part, mais en tout cas de la part des personnages. Et cette énergie londonienne de 76-77, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé pour penser le film, oui. Du coup, pour rester sur la musique et donc du coup la musique et le cinéma, donc ce passage de la musique au cinéma, la musique est toujours présente au-delà je veux dire, des chansons qui peuvent être prises, mais dans votre travail, puisque vous faites vous-même vos bandes musicales de vos films et à la fois comment se fait le travail justement entre le côté compositeur et cinéaste et scénariste, cinéaste. Est-ce qu'il y a, on va de l'un à l'autre? Est-ce que l'un nourrit l'autre? Comment ça fonctionne justement dans Bah, votre dispositif? L'avantage, c'est que le réalisateur et le compositeur s'entendent bien. Ça, c'est. Non, mais c'est qu'une demi-blague. Hein. C'est parce que c'est vrai que je trouve que c'est très compliqué de parler de musique. Par exemple, moi, il m'est arrivé que certains réalisateurs me demandent de faire des musiques pour eux. Et ça s'est pas fait parce qu'à un moment, il y a juste un problème de langage. Enfin, la personne va arriver en disant j'aimerais quelque chose un peu genre ça. Alors je dis bah, prends ça plutôt, ça va être mieux, ça va être moins déceptif. Enfin, la relation entre la musique et le cinéma, elle semble évidente parce qu'il y a de la musique dans tous les films. En fait, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, moi j'essaie surtout de penser la musique comme de l'écriture. C'est-à-dire, pour moi, la musique, c'est un peu comme, enfin, c'est un son. Voilà, dans le cinéma, il y a du son. C'est comme un dialogue, c'est quelque chose qui va dire quelque chose, qui raconte quelque chose, et de certainement pas la penser comme quelque chose d'illustratif, qui est un peu ce que moi je peux reprocher souvent quand je vois des films. On sent que la question de la musique arrive très tard en montage et qu'elle va venir illustrer quelque chose. Et moi, je pense que la musique, elle est narrative, au même titre qu'une didascalie ou au même titre, en effet, qu'un dialogue. Donc, quand j'écris mon scénario, si je sens que j'ai besoin d'une musique dans la scène pour X ou Y raison, et ben je fais des allers-retours entre mon bureau et un petit studio que j'ai, et je commence immédiatement, non pas forcément à composer, mais en tout cas à chercher ce qui pour moi est très important, c'est le son du film. Le son du film, ce sera la texture, ce sera la couleur. Pour Nocturama, par exemple, j'avais opté pour une couleur synthétique, très synthétique, mais qui ne soit pas non plus l'électro. Donc on commence à chercher les bons sons, les bonnes sub-basses, etc. Et puis enregistrer un petit peu des choses. Et puis après, je reviens au bureau, etc. Et l'aller-retour, en fait, pour moi, c'est un petit peu ça le processus d'écriture. Et logiquement, quand le scénario est fini, la musique est finie. Je la retouche un petit peu en montage pour vraiment ajuster aux scènes, ou évidemment le mixage n'est pas fait, mais globalement le son du film est trouvé à la fin du scénario, parce que de plus en plus j'essaie non pas d'écrire un scénario mais d'écrire un film, donc d'écrire avec tout ce qui vient avec, c'est-à-dire vraiment la forme, le montage, avoir le son en tête, l'image, ça ne veut pas forcément dire les cadrages, mais en tout cas l'idée d'une couleur ou le mouvement plan fixe, tout ça, moi je commence à le savoir vraiment en écrivant. Et c'est dans ce sens-là que je dis écrire un film plus qu'écrire un scénario. Que le scénario ne soit pas, parce que moi je trouve qu'il est assez souvent, c'est-à-dire un texte tellement respecté qu'il en devient un peu mort, voire morbide. Et après, il faut l'exécuter quelque part. Non, de garder tout ça comme une espèce comme de la pâte à travail quelque part, voilà, et qui intègre absolument tout ce qui va faire le film par la suite. Et du coup, comment ça se répercute sur le tournage, parce que ça ressemble un peu à Hitchcock qui dit on écrit, puis le tournage c'est le truc le plus ennuyeux qui soit. Donc du coup, parce que là quelque part votre film il est fait, il est complètement fait alors oui et non, parce que Hitchcock par exemple, ça en est à un tel point de maîtrise que tout est dessiné et tout est construit. Tout est construit selon ses désirs. Par exemple, même dans Vertigo, il fait construire la tour parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de cette perspective, etc.
Nous, on n'est pas du tout dans ces logiques de studio, donc la question du réel, c'est-à-dire de ce qu'on va trouver en tournage, elle est quand même extrêmement importante sur comment le film va se fabriquer et vivre. Et c'est le moment où, moi je pense toujours qu'un film, c'est un mélange entre le rêve et la réalité, donc ce qu'on a rêvé à son bureau, et la réalité qui va être les décors, les acteurs, les techniciens, etc. Donc ce qu'on va trouver en fabriquant le film. Et par ailleurs, je pense que s'il y a trop de réalité, un film devient ennuyeux. Et s'il y a trop de rêves, il ne se fait pas finalement parce qu'il n'accepte pas la réalité. Donc c'est vraiment cet équilibre qui est à peu près de 50-50, hein, je pense, qui fait la beauté du cinéma pour moi. Donc non, moi, contrairement à Hitchcock qui s'ennuyait sur sa chaise, moi au contraire, le tournage, c'est... après, c'est parce que j'aime énormément le plateau, c'est vrai. Travailler avec les acteurs. Wow, ça, ils sont fatigants des fois, mais non, mais j'aime le plateau parce que je trouve que c'est le monde parfait. C'est-à-dire, il peut rien vous arriver sur un plateau en fait de quasi catastrophique. Bon, sauf Lost in La Mancha, là, mais c'est-à-dire que d'abord, vous voulez un café, on vous l'amène. Il y a un problème, on appelle le directeur de production. Il y a un gros problème, on appelle le producteur. Enfin, on est quand même très très entouré. Si on était aussi entouré dans la vie que ce qu'on est sur un plateau de tournage, on vivrait vachement bien. Donc, non, c'est un lieu dans lequel moi je suis vraiment très très à l'aise. Et puis c'est un truc de gamin aussi, un plateau. Hein. C'est comme un enfant qu'on met dans un magasin de jouets. Il dit ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis voilà, on le fait. Quoi. Enfin, donc ça, là-dessus, moi, j'ai pas ce côté Hitchcockien de dire pour moi le film est fini quand j'ai fini de le penser. Après, moi, j'aime bien jouir de cette machine cinéma et voir les choses se fabriquer. Il y a une émotion quand même quand on a pensé un plan et que le plan est en train de se fabriquer. C'est quand même il y a un truc assez émouvant, moi, je trouve. Et puis j'aime le contrairement à Hitchcock, moi je crois que j'aime bien le collectif aussi. Ce passage extrêmement solitaire, du très solitaire au très collectif, c'est une des beautés du travail, je pense. Ouais. Qu'on retrouve souvent dans vos films aussi, la question de souvent l'individu, le groupe. Mais oui, mais en fait, on retrouve aussi la question du monde parfait qui explose, enfin peut-être, mais et d'ailleurs, quelqu'un m'avait dit un jour, mais oui, mais finalement, tous tes films, ils ne parlent que de cinéma, quoi. Même, complètement. voilà, c'est quand j'avais fait lire le scénario de La Guerre à Mathieu, il m'a dit, mais ça ne parle que de cinéma. Ce château fantasmé et utopique, en fait, c'est le monde cinéma. Même du coup le grand magasin Nocturama, aussi, mais la Polonide aussi, la Polonide, on est avec toujours le personnage de la Mame Makrel qui serait un peu le réalisateur, les prostituées qui seraient les actrices, les clients qui seraient les spectateurs, le côté coulisses et le côté théâtre. Enfin bon, c'est. Est-ce que du coup vous auriez éventuellement un exemple sur sur cette entrée du réel, cette porte que vous laissez ouverte au réel, alors que tout est déjà entre le rêve, le film rêvé, et puis le tournage, où du coup il y a le réel qui peut je sais pas, quelque chose d'inattendu et qui s'est passé, qui est vraiment magnifique, ou qui a pu changer le film. Oui, alors ça, il y en a 1000 des anecdotes, parce qu'en fait, ça fabrique toutes les journées de tournage. Chaque journée de tournage, en fait, globalement, ce sont 10, 15 ou 20 problèmes à régler. Donc, il faut trouver 20 solutions. Alors, parfois, ces solutions sont un peu hasardeuses, et puis parfois, les solutions transcendent quelque chose. Par exemple, il y a un exemple qui me vient, c'est mon premier film qui s'appelle Quelque chose d'organique, dont l'histoire, c'est un père qui travaille dans un zoo la nuit et il a un enfant qui est malade à l'hôpital. Et pour lui faire plaisir, il sort en douce, comme ça, des animaux qu'il lui amène. Donc il lui amène un singe, il lui amène... Voilà. Et un jour, il décide de lui amener un zèbre. Donc ça, c'était dans le scénario. On tournait au Canada, il y avait un seul zèbre dans tout le Canada qui pouvait faire ça, et il était à Vancouver, on tournait à Montréal, ça coûtait très cher, mais je tenais beaucoup à cette scène, j'aimais beaucoup cette image. Et puis, à 3 jours du tournage, ce zèbre se casse la jambe. Donc mon directeur de production vient me dire, il n'y a plus de zèbre. Alors, j'étais effondré, et très gentiment, il me dit, mais on va se débrouiller, on va te trouver un poney blanc, et on va le peindre. Et moi, j'étais dans le chaos du tournage, je dis oui, bon, ok, peignez-moi le poney, enfin voilà, pourquoi pas, quoi. Et donc il arrive avec ce poney peint, et franchement c'était ridicule. Mais c'était vraiment grotesque. Enfin, et je dis c'est pas possible et tout. Et donc il m'est venu une idée, c'est qu'on allait montrer le père en train de peindre le poney
pour l'amener à son fils, comme s'il lui-même n'avait pas de zèbre. Et tout d'un coup, voilà, à partir donc d'un problème réel, eh ben, on trouve une idée qui est encore plus belle, en tout cas plus émouvante, il me semble, Poétique aussi, plus poétique ouais, que la première. Si j'avais eu mon zèbre, eh ben, j'aurais pas eu l'image du père qui peint le poney pour faire plaisir à son fils. Voilà, ça c'est un exemple parmi 1000, et en effet, un tournage n'est fait que de ça. Et on n'a pas toujours les idées. Hein, voilà. Mais justement, comme vous parlez de quelque chose d'organique, et ça me fait revenir à la musique, du coup, et à votre, me semble-t-il, à votre écriture cinématographique. Le film commence, je crois que c'est le deuxième plan, où en gros on a le dernier plan du film et qu'on n'aura pas, à la fin. Et je trouvais ça extrêmement culotté. Et, et forcément, en voyant tous les autres films, il y a quelque chose qui ressort de la circularité, de la boucle, parce que finalement on arrive à ce plan où ils sont tous les deux, ils se regardent, juste sur des regards, et on est sans parole, complètement muet. Et en fait, on sait ce qui va se passer, mais on n'a pas le plan parce qu'on l'a eu tout au début, et quelque part, il faut reprendre le film au début pour revenir et le revoir. Il se finit pas en fait, il reprend. Et ça c'est quelque chose, me semble-t-il, qu'on retrouve dans tous vos films. Nocturama par exemple, je trouve que toute la première partie et la dernière partie avec les flics qui arrivent, il y a une forme de circulation, pareil, on est dans le même... il y a vraiment comme un effet de miroir, et quelque part ça vient boucler la boucle, mais c'est plus la même boucle à la fois, quoi. C'est comme une sorte de ruban de Moebius. Et on peut le faire, on peut le dire de tous vos films. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, que vous pensez, c'est-à-dire l'écriture, au montage, au moment où vous rêvez le film, ou quelque part c'est inné et c'est votre part de musicien qui écrit comme ça? Est-ce que... Alors, c'est peut-être une question, je il n'y a pas de pense réponse. que c'est un peu des deux, hein, c'est-à-dire que il y a certainement quand on voit par exemple certaines partitions de musique classique, très souvent vous avez le thème, la variation, le thème qui revient, etc. Bon voilà, c'est des structures comme ça avec lesquelles j'ai une forme certainement de familiarité. C'est pas des trucs auxquels je pense quand j'écris, hein, mais voilà, que je les ai tellement vus et lus enfant et joués enfant, oui, que je dois avoir une sorte de familiarité avec cette espèce de manière de jouer avec les répétitions. Et qu'une répétition n'est jamais toujours la même chose, en fait, soit parce qu'elle est jouée par un autre instrument, soit parce qu'elle est jouée... Bon, voilà, ça doit être des structures que j'ai en moi. Par ailleurs, c'est vrai que l'idée de la répétition est un truc que j'aime beaucoup. Il y a deux phrases que j'aime beaucoup, par ailleurs. Il y a une phrase d'un musicien qui s'appelle Brian Eno qui dit la répétition est une forme de changement. Et c'est vrai que si vous jouez deux fois la même note, la deuxième fois, elle ne fait pas le même effet que la première, puisqu'on l'a déjà entendue. Donc, si on la joue trois fois... Et puis, il y a une phrase de Gilles Deleuze qui dit « Répéter, c'est faire exister à nouveau ». Voilà, on a peut-être toujours besoin, comme ça, de cette espèce de bégaiement pour arriver à trouver quelque chose. Donc, la répétition, la boucle... ce que moi je peux appeler parfois le disque rayé, c'est-à-dire que la chose qui revient en arrière et puis en fait qui continue un peu plus loin et puis on reprend et puis voilà, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Alors pour répondre à votre première question, est-ce qu'on le travaille beaucoup? Oui, ça et c'est pas en fait du montage. C'est vraiment tout est écrit au scénario. À chaque fois que j'ai essayé d'inventer quelque chose au montage, eh ben, ça faisait bricoler, quoi. Parce que c'était pas suffisamment pensé en amont, donc suffisamment pensé en écriture, en préparation et en tournage et en placement de caméra, etc. Et ça s'écroule, ça fait un peu... voilà, c'est comme si on veut passer dans une porte et on ne rentre pas. Donc ça se prépare beaucoup et c'est pas quelque chose que je cherche forcément, hein, mais quand j'écris et que j'essaie quand même toujours de penser aussi à la forme en écrivant, c'est des choses qui reviennent assez souvent parce que ça fait appel à deux choses qui sont les choses vraiment de base du cinéma, hein, mais c'est le travail sur l'espace et le travail sur le temps. Reprendre un même espace d'une autre manière ou le reprendre à un autre moment, mais c'est la continuité de l'espace. Voilà, c'est vraiment les outils avec lesquels on travaille en fait quand on fait des films. Mais au-delà, parce que là on est plus sur les questions
je veux dire, pragmatique, mais on peut même aller plus loin sur cette question de la répétition. Euh, on le voit du même effet dans le pornographe qu'on verra tout à l'heure. C'est au tout début où c'est le début du premier film porno que tourne Jean-Pierre Léaud, où il y a une scène avec un personnage qui s'appelle Igor, et juste après, il s'appelle Yvan, et il était chauffeur, et il devient un chroniqueur mondain ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, il y a quelque chose qui change là au niveau de la répétition, mais vous l'avez même après dans votre œuvre, dans les films, je veux dire, dans les films eux-mêmes qui se répètent toujours autrement. Mais ça, donc ce bégaiement, c'est aussi parce que vous cherchez quelque chose. Est-ce que c'est... J'imagine. Alors après, c'est pas des trucs dont je suis conscient. Hein. Pardon, ouais. C'est film après film, en effet, des motifs qui se répètent. Et je m'en aperçois souvent après coup, ou on me le fait remarquer. Soit les gens à qui je travaille, par exemple le monteur, ou soit dans certains articles. Là, arrive un peu au bout d'une quinzaine d'années de carrière, en effet, des rétrospectives. Donc, il y a souvent des textes rétrospectifs qui se viennent avec. Et des fois, je les lis, je me dis, mon Dieu, mais oui, ils ont raison. En fait, je ne fais que me répéter, c'est terrible. Et on s'en aperçoit pas. Alors, ouais, je voulais pas dire ça comme non, ça. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, j'imagine que c'est ce qu'on appelle un motif, et puis après, on décline le motif. Ouais. Encore une fois, c'est pour reprendre un terme de musique, vous avez le thème, et puis après, vous avez les variations, et souvent, les films sont des variations. Pourtant, moi, j'essaie vraiment de faire des films très très différents. Enfin, je passe d'un film contemporain à un film d'époque, la prostitution à la mode, et en fait, on voit bien que les choses se répètent. Voilà, elles se répètent différemment. Donc, il doit y avoir... En fait, oui, il doit y avoir des obsessions de base qu'on décline film après film. Quand moi j'ai fait Nocturama, par exemple, je voulais vraiment rompre avec beaucoup de choses. Et je me suis aperçu après coup qu'il y a aussi des choses qui se répètent par rapport aux deux derniers films, à l'Apollonide et à Saint-Laurent. Il y a des choses comme ça. Alors, à chaque fois, les films racontent autre chose dans leur histoire. Mais dans les obsessions, en fait, oui, elles reviennent, ça ressurgit, oui. Il y a la répétition aussi dans justement un des thèmes qui revient, qui est celle du double ou de la gémellité possible ou impossible, et qu'on retrouve avec des acteurs directement. Je pense à Laurent Lucas en Tirésia, par exemple. Alors là, du coup, c'est le même acteur, mais qui joue deux personnages différents. Alors que dans Saint-Laurent, on va avoir deux acteurs différents, mais qui jouent le même personnage, même si ça a du sens par rapport, par rapport au récit, puisque c'est le personnage qu'on prend à une autre époque. Mais en même temps, il y a cette question presque du double. On est... presque du jeu est un autre, quelque chose comme ça. Alors je sais pas si c'est... À chaque fois, ça vient d'une nécessité. Hein. Ça vient par exemple, si on prend le cas de Saint-Laurent, pour moi, il était hors de question de prendre Gaspard Ulliel et de lui faire prendre 20 ans avec du maquillage et tout. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Je ne vois que l'artifice, en fait, quand je vois ça au cinéma. Et j'étais parti d'une phrase très simple, qui était dans une biographie de Saint-Laurent, je pense. À ce moment-là, en 1989, Saint-Laurent était un autre homme parce que l'alcool, etc. Et je suis parti des mots très simples. Voilà, c'est un autre homme, ce sera donc un autre acteur. Et il y a un truc que je trouve très beau, c'est que le cinéma permet ça. En littérature, vous ne pourriez pas faire cette espèce de transformation comme ça. On dirait il est plus ridé, il est plus vieux, il est plus gros, etc. Alors que là, tout d'un coup, vous avez une espèce d'image de fantasmée comme ça qui apparaît, un choc. Enfin voilà, ça fait un choc. Quand on passe d'un acteur à un autre, ça fait un choc. Et le cinéma permet ce choc. C'est pour ça que c'est quelque chose vers lequel je vais assez facilement, en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a 4-5 années où j'étais très obsédé par les doubles. Alors, il y a eu en effet Tirésia. Et puis après, surtout, il y a eu 5 années pendant lesquelles je n'ai pas tourné parce que j'avais 2 projets de films qui tournaient un petit peu autour du double et que aucun des deux ne s'est financé. Il y a juste un court-métrage qui s'est fait dans cette période-là, qui sera projeté demain, qui s'appelle Cindy, où c'est une histoire de double entre Cindy Sherman, qui est une photographe, et son modèle, les deux étant joués par Asia Argento. N'hésitez pas à réagir et à poser des questions. Hein. Bon, du coup, je pensais
rester, on va dire, dans l'univers musical, mais autrement. Et c'est, en fait, c'est la danse. Parce que quelque part, chez Ford, il y a toujours des scènes de bal. Quelque chose qui revient chez lui et qui ont toujours qui ont du sens. C'est tout un travail de mise en scène. Enfin, ça fait partie de sa dramaturgie. Et chez vous, c'est la danse. Il y a toujours des scènes de danse. Et donc deux questions. Du coup, pourquoi, vraiment ce travail avec le corps, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose que les mots ne peuvent pas dire, et que du coup, c'est travailler avec le corps, avec une émotion qui passe par la danse, et deux, du coup, la question de mise en scène qui va avec, et qui en découle, puisque souvent on danse seul. Et même si on est en groupe, on danse plutôt seul. Donc, comment vous travaillez Est-ce que c'est une marque de fabrique de Bertrand Bonello? Alors ça pareil, il faut que je me calme un peu sur ces scènes parce que je commence à... Mais en fait, je me dis pas, tiens, je vais rajouter une scène de danse. C'est qu'à un moment, ça devient une nécessité d'exprimer quelque chose. Et je ne trouve pas de meilleur moyen que ça. Alors j'adorerais par ailleurs faire des scènes de bal. Hein, je trouve ça, mais je trouve ça extrêmement difficile. Mais alors quand c'est réussi, les Chimino, le Port du Paradis, c'est quand même des trucs, c'est dément, quoi. Moi, je suis beaucoup plus modeste. J'ai juste un personnage, mais il y a un truc, c'est que j'adore regarder les gens danser. Ça, c'est vrai. Je trouve qu'il y a énormément de choses se disent. On peut exprimer beaucoup de sentiments sans aucun mot. Et toutes les scènes de danse que j'ai faites, c'est souvent... C'est pas juste, il y a de la musique et les personnages dansent. Non, c'est un état qui finit, parce qu'il y a de la musique, par sortir par la danse. Donc ça peut être un abandon, ça peut être une rage, ça peut être une extrême solitude. Et c'est assez... ça a l'air simple comme ça à dire, mais c'est assez difficile à faire, parce que je trouve que c'est beaucoup demandé à l'acteur. Par exemple, je me souviens, dans le Pornographe, qui sera approché tout à l'heure, il y a une scène de danse avec Jérémy Régnier, qui doit exprimer énormément de choses. Enfin, c'est quelqu'un qui, à un moment, a accédé à quelque chose, a passé un stade, et voilà, il l'exprime comme ça. Et je pense que c'est beaucoup plus impudique de demander à quelqu'un de danser que de lui demander de faire une scène d'amour, par exemple, dans lequel on connaît les codes, on se met sous les draps, on fait semblant de s'agiter, etc. Bon, voilà, bon, c'est pas... Là, on donne beaucoup plus de soi. On est... Sans jeu de mots, on est beaucoup plus à poil, en fait. On est beaucoup plus nu. Et d'ailleurs, Jérémy m'avait demandé ce qu'on appelle en cinéma un plateau fermé, et qu'on fait d'habitude uniquement pour les scènes de nu ou assez sensuelles. Tout le monde sort du plateau, il ne reste que vraiment le perchiste, l'opérateur et le metteur en scène. On fait un plateau très très intime. Et il me l'avait demandé pour la scène de danse, et j'ai immédiatement tout de suite dit oui, parce que j'étais très très conscient de l'impudeur que c'était, voilà, de danser. Et puis en plus, on n'est pas en vraie boîte de nuit, il est souvent 11h du matin, on est là comme ça avec des éclairages. Enfin, c'est un vrai don, voilà, c'est un vrai don de soi qu'on donne au metteur en scène, qu'on donne à la caméra et qu'on donne au public. Et du coup, j'ai une manière de les faire qui est ce qui est très difficile quand on fait une scène de danse, c'est de ne pas basculer dans le clip. Donc vous faites par exemple 3-4 prises avec, je sais pas moi, des cadrages différents, et puis c'est assez émouvant parce qu'il y a un truc qui se passe sur le plateau, et après on commence à monter le truc et tout s'écroule. L'émotion disparaît. Et alors, c'est les scènes les plus dures à monter. Et on s'arrache les cheveux, on dit mais pourquoi? Mais c'était tellement beau sur le tournage, c'était quoi l'émotion du tournage qu'on ne retrouve plus? Et en fait, on s'aperçoit que, en voulant améliorer la scène, c'est-à-dire en lui donnant du rythme, en lui donnant, en passant du plan large au gros plan pour se rapprocher, etc. Et ben en fait, on manipule. On manipule cette impudeur que l'acteur vous a donnée. Et en même temps, on ne va pas laisser non plus des plans séquences comme ça de 3-4 minutes. Donc c'est monter une scène de danse pour ne pas basculer dans le clip qui est esthétique, etc., mais qui ne provoque plus rien par rapport au personnage. Et ben c'est très compliqué. En plus, on s'use à le monter. C'est-à-dire que d'habitude, une scène, on peut la travailler longtemps, et puis là, très vite,
on est rincé, quoi. C'est-à-dire que l'émotion de la musique prend plus. Comme c'est pas narratif, c'est vraiment quelque chose de très sensitif. Donc ça va, ça vient. Le lundi, vous la trouvez bien, le mardi, elle s'écroule. Donc c'est très compliqué d'avoir le rapport juste à une scène de danse. C'est pour ça que souvent on m'a dit mais ça devient une facilité. Je dis non, c'est pas du tout une facilité, c'est à chaque fois se reconfronter à une difficulté en fait, que par ailleurs moi m'émeut et me raconte beaucoup de choses sur un personnage et surtout beaucoup de choses sur un acteur, sur sa manière de se donner comme ça. Donc souvent, voilà. Mais souvent, je pense, c'est des plans assez longs. C'est des plans assez longs et globalement il y a en gros 2 prises, pas plus. Et il y a très peu de mouvements, peut-être à part Saint-Laurent où il y a vraiment, il y a un travelling. Saint-Laurent, il y a un mouvement très complexe. Il y a un mouvement, c'est très complexe avec une steadicam en contre-plongée qui fait voilà. Mais pareil, on fait 2 prises parce qu'après l'acteur peut le faire 20 fois, mais en même temps dans ce genre de scène, il a souvent tout donné, y compris la maladresse. Au début. Et dans ce genre de scène, la maladresse est souvent vachement belle, quoi. Ouais. La scène de Jérémy Régnier, elle est superbe. Quand il danse là, effectivement, le moment. Et elle nous a donné un mal de chien au montage. On n'arrivait pas à trouver la durée exacte. Avoir du temps avec lui pour vraiment être avec lui, sans être complaisant et que ce soit pas la musique qui prenne le pas. Parce que aussi, dans le pornographe, j'y suis allé fort. C'est quand même Marcia Baila, Rita Mitsuko, un des plus gros tubes français des 30 dernières années. Donc il ne faut pas que la musique prenne le pas sur le personnage. Et en même temps, si on est trop court, la scène devient juste indicative, elle n'est pas émotionnelle. Donc, et ce rapport à la durée, comme je vous dis, le lundi, vous trouvez ça trop long, le mardi trop court, il n'y a pas de raison en fait. Elle pourrait durer 3 minutes comme 20 secondes. Il n'y a pas du tout une raison théorique à trouver la bonne durée. Ça n'est que de la sensation. Et voilà, en fait, ce sont des scènes paradoxalement difficiles à faire. Ouais. Elles sont importantes quand même à chaque fois. Oui, moi elle m'émeut toujours un peu sur et surtout j'ai toujours bravo aux acteurs parce que c'est vraiment pas facile à faire. C'est vraiment pas facile à donner. Je sais pas quelle heure c'est. Et ouais. Du coup, est-ce qu'on peut parler du cinéma des autres? Mais avant de parler de la carte blanche, peut-être du cinéma des autres dans votre cinéma. Je pense notamment, là, avec le film qu'on va voir tout à l'heure, Le Pornographe, il y a un extrait de La Comédie de Dieu de João César Monteiro. Et il y a aussi, alors je ne sais pas si j'ai déliré, mais quand même, ce serait, vous m'avez bien suggéré, il y a quelque chose de l'ordre de Monica, de Bergman, avec ce personnage qui s'appelle Monica, qui est l'ami de Joseph, ils vont aller à la campagne, elle va tomber enceinte, et c'est surtout, il n'y a pas le regard de Monica, mais il y a les ciels de Bergman justement qu'il y a dans ce film, dans Monica, je me rappelle, des ciels vraiment très très forts. Et puis en plus il y a Jean-Pierre Léaud qui, dans Les 400 coups, arrache la photo de Monica, par exemple. Non, ça y était pas, c'est moi qui ai déliré. Non, alors, je vais être hyper honnête. Non, il y a un truc très bergmanien dans le film, c'est le rapport au silence. C'est vrai que c'était j'avais lu une interview de Bergman qui parlait de Persona et dans lequel il y a un personnage mutique, et là il y a des personnages mutiques, et le journaliste, je sais plus qui, je me demande si c'est pas Olivier Assayas, qui lui demande mais d'où vient pourquoi le personnage ne parle plus, et il dit cette phrase, il dit parce que pour moi le silence c'est la contestation suprême. Ça me vient vraiment de Bergman. Pour être hyper honnête, il y a une scène que j'ai volée dans une sitcom qui s'appelle Friends. Et le prénom Monica me vient de Friends, je pense. Et non pas de Bergman. Voilà, alors c'est pas très glorieux, je sais. Mais je me dois d'être honnête. Ça remet les choses à leur place. Bah voilà. Mais il y a sur le silence comme contestation, ça me venait vraiment. C'est une phrase qui m'avait marqué il y a longtemps. Dans une interview de Bergman, et les ciels,
Je pense je pense plus que c'est godardien, quoi. Je pense qu'il y a genre un film comme Nouvelle Vague, il me semble me souvenir qu'il y a Ouais. beaucoup de Mais les ciels. ciels reviennent souvent chez Godard, mais j'ai toujours supposé que les ciels de Godard Il les a volés chez il les Monica. a volés. Ouais, Oui, enfin, mais voilà, c'est une impression. c'est des circulations comme ça. Ouais, ouais. Par exemple, je me souviens d'une interview de Wenders quand il fait L'Ami américain. Il dit, moi, dans ce film-là, j'ai volé le verre à Antonioni. Alors Antonioni, il n'a pas inventé le verre, mais il dit, c'est là que je l'ai pris, quoi. Voilà, donc c'est normal que les choses Oui, ça circule. circulent Ouais, complètement, complètement. et se réinventent et se réinterprètent. Et du coup, du cinéma des autres dans votre cinéma, parce que alors, dans De la guerre, par exemple, là par contre, Apocalypse Now, il est pas, Oui, là je l'ai pas rêvé là. une citation extrêmement claire et un hommage. Non, le cinéma des autres. Justement, dans ce côté du cinéma, parce qu'il est toujours question du cinéma dans votre, justement dans votre cinéma, même au-delà du pornographe ou de la guerre, où là les personnages sont cinéastes, donc on le retrouve par ailleurs, mais c'est- Oui, par exemple, quand on a un peu parlé de cette programmation ensemble, vous aviez envie de mettre des films qui avaient un peu entouré, par exemple, Nocturama. Ouais. Alors, moi, j'avais pas pensé en fait au Diable probablement, mais c'est un film auquel j'ai tellement pensé que je pense que j'ai plus besoin d'y penser. Et en effet, c'est très juste. Mais moi, je vous avais proposé du coup et Rio Bravo et Asso, qui sont des films le Alan Clark, il est diffusé. Non, on le passe pas. On le passe pas. Bon. Non. Et un autre Elephant, film, en ça. tout cas, qui s'appelle Elephant d'Alan Clark, qui ont des films qui ont un peu entouré, en effet, le Nocturama. Alors, quand moi je dis j'ai pensé à Rio Bravo, les gens me disent ah bon. Donc voilà, on copie pas. On va pas voler quelque chose. C'est juste à un moment, on voit dans un film quelque chose qui vous intéresse et qu'on peut reproduire ailleurs. Moi, par exemple, quand je parlais de Rio Bravo, c'était simplement que, comme dans Nocturama, c'était un moment où le temps s'arrête. On sait que quelque chose va se passer, mais on ne sait pas quand, et c'est la gestion de ce temps. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé absolument passionnant et difficile à faire, et qu'on retrouve aussi dans Asso. Et ben, c'est des films du coup que j'ai revus en préparant Nocturama pour savoir comment le metteur en scène gérait le rapport au temps qui s'arrête. Voilà, on va pas voler, on va pas se dire je vais faire le même mouvement de caméra que lui. C'est plus la circulation, elle est plus mystérieuse et plus intéressante. Enfin, et puis après, il y a des choses qui sont enfouies dont on se souvient plus parce qu'on les a tellement soit vues, ou soit elles ont été tellement importantes, et puis qui ressurgissent, soit au moment de l'écriture, soit au moment de la préparation. Mais c'est certain que enfin, pour moi, qui est à un moment de ma vie qui était un moment charnière de construction personnelle, le cinéma a tellement été la porte dans laquelle je me suis engouffré, c'est qu'en effet, oui, ça ressurgit un petit peu tout le temps. Et il y a vraiment des metteurs en scène qui sont pour moi c'est un des sujets du pornographe d'ailleurs, hein, c'est sur la filiation, qu'elle soit politique ou intime, etc. Et il y a aussi la filiation cinématographique. Il y a ces pères qu'on a et qui meurent tranquillement, doucement, mais voilà, qui ont été, oui, qui ont vraiment été à leur endroit, qui ont été des pères dans le sens où c'est aussi des gens qui vous apprennent des choses. Voilà, ils vous apprennent comme dit Coppola, moi dans un film j'aime bien donner une recette parce qu'au moins si le film est pourri, les gens sauront comment faire les pâtes. Bon, ils peuvent vous apprendre à faire les pâtes, mais ils peuvent vous apprendre à draguer une fille, ils peuvent vous apprendre à prendre un revolver, voilà, c'est des gens qui vous apprennent la vie, ils vous apprennent les choses. Et donc oui, c'est ça les pères ou les mères de cinéma. Oui. Et c'est vrai que le pornographe, en plus, parce que le film, vous le terminez par une citation de Pasolini. Oui, alors, alors je l'ai vraiment mise à la fin du générique de fin, parce que je me suis dit, si je le mets en exergue, la citation est tellement forte et tellement belle et tellement brillante que ça va, non pas écraser le film, mais induire vraiment un regard. Et c'est une phrase de Pasolini que j'aime énormément qui dit l'histoire, avec un grand H, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Et je trouve que c'est une phrase mais d'une intelligence fulgurante, comme beaucoup de ces phrases quand même, parce qu'il dit bien qu'il voudrait. Voilà, c'est pas qu'il les comprenne, c'est qu'il voudrait. Donc déjà, il y a encore un rapport au père, mais qui ne marche pas. Et comme on n'y arrive pas, on va nous-mêmes fabriquer quelque chose, et voilà, et c'est ainsi de suite que se fabrique l'histoire. Et c'est pas moi qui ai trouvé cette phrase, c'est quelqu'un avec qui je travaillais, qui en préparation m'a dit tiens, c'est un peu le film. Et je dis mais c'est pas un peu le film, c'est le film. C'est vraiment ça. Complètement. Ouais.
Est-ce que... Ah. Travailler avec votre équipe technique, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec les mêmes personnes? Est-ce que vous construisez aussi le film un peu? Tout à l'heure, vous parliez d'une très grande solitude, mais en même temps, est-ce que ces gens sur qui vous pouvez compter sont aussi présents, peut-être même au moment de l'écriture, dans votre tête, en sachant ce qu'ils vont pouvoir vous donner, ce qu'ils vont pouvoir construire avec vous? Non, je parlais d'un passage de la solitude au collectif. Donc la solitude, c'est tout le moment où, un moment avant justement d'accueillir l'équipe, il faut bien penser, écrire et financer un projet. Mais oui, alors moi, j'ai plutôt tendance à, film après film, garder les mêmes personnes. J'aime bien cette idée de la famille, et puis c'est toujours compliqué de rencontrer quelqu'un, quoi. Enfin voilà, on ne sait pas si ça va être bien. Alors quand on a déjà fait des films et tout, on est bien, ils connaissent vos névroses, vos faiblesses, voilà, ça c'est déjà du temps de gagner. Et puis quand on récupère quelqu'un de talentueux, on essaie de le garder. Moi, je sais qu'il y a des metteurs en scène qui aiment bien rompre et échanger régulièrement. Moi, au contraire, voilà, j'aime bien avoir après, il y en a des fois, ils sont pas libres ou bon. Alors comment alors au moment de l'écriture, non. Mais dès l'écriture finie, des postes clés comme par exemple une chef décoratrice avec laquelle je travaille depuis 2-3 films que j'aime vraiment beaucoup. Je sais que ce sera une des premières personnes à qui je ferai lire. Voilà, parce que ça commence à être des retours, des avis, des questions et surtout un passage au réel, comme on parlait tout à l'heure de ce mélange entre le rêve et la réalité, un passage à cette réalité. Après, en plus du scénario, je donne aux techniciens, aux techniciens vraiment principaux, donc les gens très proches de moi, assistants, script, chef opérateur, chef déco, je donne énormément de notes que j'ai préparées. Qui viennent, il y a le scénario et puis il y a 20-30 pages de notes qui sont des scènes à scène. Sur chaque scène, je jette des idées. Et voilà, j'essaie qu'ils aient ces notes le plus tôt possible pour qu'ils les intègrent. En fait, il y a deux manières, je pense, de parler. Moi, j'essaie de cadrer énormément. Et après, au sein du cadrage, comme ça, de leur laisser de la liberté. C'est presque une manière verticale. Au lieu qu'ils prennent la liberté très tôt et où ça peut un peu partir dans tous les sens, ce qui peut donner des choses intéressantes, mais je préfère le contraire, c'est-à-dire cadrer et au sein du cadrage, les laisser libres d'amener, d'inventer, mais dans un cadre quand même assez strict. Et les notes que je donne, elles sont quand même assez strictes, elles sont assez précises. Et puis après, il y a ce moment que moi j'aime énormément, qui est la préparation. Donc c'est 2-3 mois avant le tournage où on a des bureaux et on est tous les jours ensemble. Et là, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se fabrique réellement du film. Les décors arrivent, les costumes arrivent, les couleurs arrivent. On va choisir les optiques. On commence on s'envoie énormément d'images en fait. Maintenant, je fais ce qu'on appelle un mood board que je commence très tôt pendant l'écriture du scénario. Donc un dossier avec des photos. C'est pas du tout c'est des photos qui m'inspirent, mais ça peut être à cause d'une couleur, ça peut être à cause d'un cadrage, à cause d'un visage, à cause d'un décor, à cause d'une action. Et tout ça, voilà, je donne à l'équipe proche, comme ça, dès que on rentre en préparation. Et voilà, c'est une manière de parler. Je donne aussi les musiques que j'ai faites, ou je prépare des CD aussi. Maintenant, c'est plus des CD, mais que je donne aux techniciens. Oui, je fais des playlists que je donne aussi aux acteurs. Et parfois aux acteurs, pas tous la même. Pas des morceaux qui seront forcément dans le film, mais des morceaux que le personnage pourrait écouter. Voilà, j'essaie de passer. En fait, souvent, je m'aperçois que j'essaie de ne pas passer par les mots, pas avoir à expliquer. Donc, quand on donne une musique, quand on donne une photo, quand on donne une reproduction d'un tableau, c'est vrai que ça évite les mots et ça parle beaucoup plus à l'autre, j'ai l'impression.
trouve d'un mauvais côté de la scène. Et je le trouve exceptionnel dans ce film-là. Dans chaque film de chez vous, je remarque qu'il y a Jean-Pierre Léaud dans la Nouvelle Vague, il y a Guillaume Depardieu, bon, quand même pas, qui est un porcher vif, un peu le James Dean tout le français, et surtout Louis Rego, qui est exceptionnel dans ce film-là. Bah, je lui dirai, ça lui fera plaisir. Non, non, mais c'est vrai que il y a des comme ça, en effet, Léo, Depardieu, Helmut Berger dans Saint-Laurent, Louis Rego, c'est des figures qui moi me touchent, que j'aime bien. Louis, par ailleurs, je lui ai demandé de faire le film uniquement parce que moi, j'avais pas vu son visage depuis longtemps. Et puis, bon, bah, il a vieilli, c'est normal. Sinon, ce serait inquiétant. Et voilà, j'ai trouvé un truc hyper immédiatement émouvant dans sa manière de marcher, de parler, dans son visage. Voilà, et pareil, je parlais de ce passé de mots. Quand on a un corps et un visage qui arrivent comme ça, immédiatement émouvant, on a moins besoin de construire psychologiquement le personnage. Enfin, quelque chose se raconte tout de suite. Quand Helmut Berger rentre dans le cadre, quelque chose se raconte tout de suite. Quand Jean-Pierre Léaud arrive, quelque chose se raconte tout de suite. Qui vient évidemment de ce qu'ils amènent, mais qui vient aussi de tous les films qu'il y a derrière. On peut pas ne pas penser quand Jean-Pierre arrive à La maman et la putain, etc., au Truffaut, etc. Quand Berger rentre dans le cadre, on ne peut pas ne pas penser au Visconti. Bon. Alors, dans Nocturama, je pense qu'on pense moins au Charlot. Mais... J'ai pas entendu. Pardon, on n'entend pas. Et je connais pas hyper bien les Charlots, en fait. Moi, je les ai vus quand j'étais gosse, mais j'avoue que je ne peux pas souvenir. Le musicien d'Antoine. Et Louis Rego. Louis Rego, à l'époque des Sistines, c'était un peu le rival d'Antoine, le chanteur, qui perd sa Tahiti, des trucs comme ça. Et après, il s'est monté avec les Charlots, à l'époque, humoristes. Ils ont fait quand même des sacrés films, un peu pas politiques, mais égolos, qui ont fait tourner la marmite du cinéma français dans les 70 surtout. Ah, ça c'est sûr. Ah, et lui, il était déjà exceptionnel dans ces films-là. Mais par exemple, enfin, je sais qu'il a un passif assez très politisé. Hein. Quand il a lu le scénario, on a passé 2-3 heures ensemble et sa vision politique. Mais Louis Rigaud, c'est aussi, pardon, après on va laisser la parole à une autre question, mais Louis Rigaud, c'est aussi Maine Océan, c'est Jacques Rosier, c'est aussi ça, il n'y a pas que les Charlots. Hein. Il y a aussi, oui, il y a Philippe Garrel aussi, Le Cœur Fantôme, ouais. Je voudrais rester sur Nocturama, et je voulais savoir si la fin, est-ce que vous avez eu cette fin, le massacre final, est-ce que vous l'avez eu directement au scénario, est-ce que vous aviez d'autres variantes de fin? En témoignage du spectateur, je voudrais juste dire que j'ai eu une émotion phénoménale lorsque la musique de Amicalement Vôtre est arrivée. Je crois que rarement j'avais eu une émotion aussi forte sur une musique. Il y a Xavier Dolan qui, sur Céline Dion, a fait quelque chose de ce type-là, en tout cas pour moi, dans Mommy. Et là, vous avez fait parler la musique d'une manière fabuleuse. Après, par contre, j'ai été très énervé par le massacre final. Alors, je vais répondre d'abord à la musique, tiens, voilà. Non, mais c'est pas un choix, c'est un choix qui qui est venu très très tôt dans l'écriture, et c'est vrai que on approche de la fin du film, on approche de la fin de ces personnages, puisqu'il y a donc le massacre. Je vais répondre ensuite à ça, et que je cherchais en contrepoint une musique qui ramène beaucoup à l'enfance en fait, et que quasiment quelle que soit la génération, les gens ont regardé enfant, Amicalement Vôtre. Il y a un truc de cette nostalgie-là, de ce retour-là, comme ça, outre que le fait que le thème de John Barry est absolument dément, mais ça nous ramène à ça, et ça vient à un moment dans le film, il y a un contrepoint où voilà, ça vient au moment où ils vont mourir. Donc je pense que l'émotion, elle vient. Mais c'est ce que je disais en début avec Franck, hein, c'est que c'est pas une musique qui va illustrer la scène, elle raconte quelque chose, et en plus c'est pas un score qui vient se plaquer, c'est un personnage qui met le morceau, il l'entend, tout le monde l'entend, etc. Les personnages eux-mêmes sont dans cette émotion-là, il n'y a pas que le spectateur qui est dans l'émotion de la musique, et
dramaturgiquement, ce retour à l'enfance voilà, vient au moment où la vie est quasi finie pour eux. Donc le massacre, il vous a énervé. Et en même temps, qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir d'autre, enfin, c'est-à-dire que oui, ça a été rien. Voilà, mais là... Mon désir de spectateur aurait été de terminer sur le premier, parce que je comprends ce qui va se passer après. Et en fait, je me sens prisonnier, vous me prenez en otage. J'ai une empathie énorme pour ces gamins. Ah oui. Et je ne peux pas la supporter, cette empathie-là, avec le massacre. Et donc, du coup, j'aurais adoré que le premier qui s'écroule sur le lit, que ça s'arrête là, et que le générique arrive. Oh, mais là voilà, vous dites ça, mais moi j'aurais eu plein de demandes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'ils se font arrêter? Est-ce que le monde va changer? Est-ce que... Non, moi j'ai des devoirs là, j'ai des devoirs. Mais non, mais ce qui rend la scène un peu... Je vois très bien ce que vous dites. Hein. Après, j'ai mesuré mes effets, je sais aussi ce que je fais. C'est vrai que je me rends compte que le trajet qu'on fait avec les personnages est complexe parce que vous avez un premier acte quelque part où vous les voyez en train de poser des bombes. Donc quelque part, cette empathie n'existe absolument pas. Et puis un deuxième acte où quand on voit un petit peu les raisons qui les poussent et quels sont les objectifs ciblés, et puis qu'on voit finalement que ce sont des gamins complètement perdus, et là il y a une empathie en effet qui se fait avec eux, qui vient aussi du fait qu'on ne lâche jamais les personnages. Il n'y a pas de montage parallèle qui va à l'extérieur du grand magasin, voir comment les pouvoirs politiques, la police réagit, etc. Et donc un troisième acte qui arrive au moment où on est quand même vraiment avec eux, et puis les forces de l'État nous les enlèvent quelque part. Bon, après, c'est ça les drames aussi, hein, au cinéma, c'est les 3 actes. Mais il n'y avait pas vraiment d'autres... je ne l'ai pas fait pour rien, blague à part. Hein. J'ai beaucoup réfléchi parce que on ne fait pas mourir les gens au cinéma comme ça. Enfin, moi, donc, j'ai vraiment réfléchi, en effet, à travailler beaucoup plus le hors-champ, ne pas montrer... Enfin, et la question de ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas sur certaines choses, je me la suis posée, hein, sur le pornographe, sur Tirésia, sur une scène d'aveuglement, je me suis posé là. Enfin, et il y a des fois, je pense que c'est encore pire si on essaie de faire le malin et d'esquiver. C'est encore plus indécent quelque part. Voilà. C'est des questions de morale que moi je me réponds, enfin quelqu'un d'autre en face de moi me répondrait le contraire, et il aurait, de son point de vue, raison. Mais moi, faisant le film, je ne vais pas dire que je me sens à l'aise là, mais c'est en faisant ça que je me sens le plus à l'aise par rapport aussi au sujet et au dénouement qui ne peut être que fatal. J'ai essayé à un moment d'en sauver un, et c'était totalement bidon. Enfin là, c'était aussi trahir un peu les personnages que de leur dire bon, toi, je vais te sauver parce que tu es sympathique. Et à un moment, voilà, c'est comme ça. Mais je reconnais que la demi-heure avant le final fabrique en effet beaucoup d'empathie, certainement dû au fait de leur âge aussi. Ça, c'est un truc dont je me suis aperçu au montage. J'ai eu beau les avoir devant moi en préparation et en tournage, je ne me rendais pas compte qu'ils donneraient à ce point-là une image d'enfance, en fait, beaucoup plus que de jeunes adultes. Mais c'est ça que je trouve, moi, personnellement, beau dans le film. Hein. C'est beau et tragique. Hein. Et il y a du tragique, en effet, dans ce final. Je me posais la question pour le choix des musiques au tout début, quand vous les choisissez. Est-ce que, par exemple, pour la scène de danse avec Jérémy Régnier dans le pornographe, vous la rêvez déjà avant et vous dites « Ah, cette musique pourrait marcher » ou est-ce qu'en fait, les choix des musiques sont tirés, par exemple, des playlists que vous donnez aux acteurs ou même dans la Polonide, lorsqu'elles sont très anachroniques, le fait qu'on fasse un slow sur 19 White Satin, c'est ça? C'est très surprenant. Est-ce que tout ça, c'est déjà pensé à l'avance? Ça arrive dans le processus? En fait, tout ça est très, très pensé à l'avance. C'est dans le scénario. Et quasiment dans la première ou la deuxième version du scénario, les choix musicaux sont déjà écrits. Voilà. Donner une playlist à un acteur pour lui demander de faire un choix, c'est très, très, très dangereux. Il ne faut pas leur demander de choisir trop de choses. Non, mais c'est une blague. Mais c'est vrai que c'est... par exemple, quand j'ai commencé à écrire La Polonide, une des images à un moment qui m'est venue très fortement, c'est une dizaine de filles en larmes qui dansent sur ce morceau-là.
Voilà, c'est à un moment, je ne peux pas tellement le raisonner. Il y a des choses qui vous viennent comme ça et qui vous semblent évidentes à un moment pour le film à venir. Et ces choses-là sont immuables. Ça fabrique ce que moi j'appelle les scènes fondamentales ou fondatrices. Elles sont fondatrices quelque part du désir du film. Donc voilà, c'est l'association comme ça d'une image avec un son. Ça peut être aussi fort qu'un retournement dramatique quelque part dans la structure que moi je me fais d'un film. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Vous avez des sujets très différents. Alors, c'est très compliqué de répondre à la question parce que voilà, à un moment, on est toujours curieux de plein de choses. Au cinéma, dans les journaux, dans les livres, dans la vie, etc. Donc, et puis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a quelque chose qui va déclencher un désir pour faire un film et quelque chose non. Sachant qu'un film, c'est long. Donc d'abord, il faut devenir un petit peu obsédé parce qu'un film, c'est à peu près 3 ans de travail. Donc c'est pas juste une bonne idée, hein, c'est vraiment une idée qui doit durer. Mais je pourrais pas, je choisis pas, je cherche pas des sujets par ailleurs. Les sujets, c'est quelque chose qui me semble toujours un peu dangereux. Quand on a un très bon sujet, il y a quand même le risque que le film soit moins bien que le sujet, ou un peu écrasé par la force de son sujet. À un moment, il y a quelque chose qui arrive, qui est, je pense, la rencontre entre, je dirais plutôt, entre une idée et une forme. Tiens, j'aurais l'idée que ça pourrait raconter ça, et en même temps, je vois à peu près comment le faire. Mais s'il n'y a pas la forme qui arrive en même temps que l'idée, ça ne produit pas grand-chose, et s'il n'y a que de la forme, ça produit vraiment de l'abstraction. Donc c'est... voilà. Et puis, par exemple, si je prenais très très rapidement, je scannais les films, le premier, j'ai eu envie de faire un film qui s'appelait Quelque chose d'organique. Qu'est-ce qui a donné la naissance au film? C'est le titre. J'avais pas une seule idée, mais je me dis, voilà, je veux faire un film qui s'appelle comme ça. Et après, on prend un papier et un crayon, et on note des choses qui pourraient aller là-dedans. Le pornographe, qu'est-ce qui a donné la naissance au film? C'est un paquet de notes assez personnelles que j'avais, et tout d'un coup, qui n'étaient pas du tout destinées à faire un film, et puis tout d'un coup, on se dit, pourquoi pas? Tirésia, ce qui a donné l'idée, c'est le rêve d'un ami. De la guerre, ce qui a donné l'idée, c'est que je venais de passer 5 années sans tourner parce que j'avais pas réussi à financer certains films. Donc ça, c'est vraiment... j'ai eu envie de faire un film plus commercial, qui a par ailleurs été mon plus gros échec. Voilà, comme quoi. Avec des amis et quelque chose qui parle de ce que j'avais vécu, à savoir le désir empêché. La Polonite, ce qui m'a donné l'idée, c'est que j'avais envie de faire un film avec un groupe de filles. Pour Saint-Laurent, c'est une idée de producteur. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de... On ne cherche pas des sujets, c'est vraiment des choses qui arrivent. Et surtout, ce qui est important, hein, quand je dis la forme, ce n'est pas forcément la structure ou la forme de cinéma, mais c'est la sensation qu'on saura le raconter, on saura comment le mettre en route et comment le mettre en image et comment le raconter. Mais c'est très très flou, hein, ce que je dis, hein, parce que c'est pas du tout... parce que c'est vraiment flou dans la vie, quoi, oui. En écho à cette question, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait sur votre mood board en ce moment. Ah, ça c'est une question hyper personnelle. Hein. Tout à fait. J'en ai plein, hein, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais citer? Un truc ou deux de ce mood board. Il y a des poupées. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai trouvé une photo d'une femme qui se coupait la langue, que je trouvais très belle. Elle fait partie du mood board. Voilà, j'arrête là. Les poupées, le mannequin, enfin voilà, ça, on revient hein, sur la question presque du double, mais ou également par rapport à Tirésia, l'original, la copie. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Nocturama, effectivement, où il y a un des gamins qui se retrouve face à un mannequin qui est habillé la même. Non, mais après les figures, en effet, soit des poupées, soit des mannequins, elles sont assez étonnantes. La poupée, par exemple, bon, moi j'ai eu un premier rapport au cinéma ado, qui était le cinéma de genre et le cinéma d'horreur. Ouais. Bon, la poupée, elle est très
présente dans le cinéma d'horreur. Ce truc qu'on offre à des petites filles, qui est quand même assez horrible, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment que... cette espèce de poupée de cire figée, enfin, c'est tout sauf joli. Donc cette espèce de mélange du joli et de l'horreur, c'est vrai que ça m'a marqué. Et le mannequin, pareil, il y a un truc que je trouve très... C'est aussi l'effacement de soi, voilà. Dans Nocturama, vous avez ces mannequins qui sont posés et qui oui, c'est l'effacement de soi. Ce sont la figure de cire comme ça. Je la trouve assez forte dans tout ce qu'elle raconte. Le mannequin, on va le prendre parce que c'est magnifique, on met des beaux vêtements dessus. Et en fait, il y a quelque chose d'extrêmement morbide. Donc ce mélange c'est comme la poupée, hein, de pseudo-rêve qu'on donne et de terreur, en fait. Et du coup, le masque, parce que le masque aussi, c'est masque, dans le pareil. prolongement de cette même idée. Oui, je pense, parce que le masque, ça fait évidemment appel à la fête, ça fait appel au carnaval, ça fait appel à Venise, ça fait appel, à toute la fête depuis que... Ça fait appel à Halloween, note. Et puis aussi, ça fait appel à la terreur, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le masque donc ça fait appel au mystère, on ne sait pas si quelqu'un sourit, ne sourit pas. Voilà, donc tout ce qui fait appel un petit peu au mystère fait aussi appel au désir. Et c'est vrai que ce qui touche un peu à la terreur, moi, au sens large, hein, c'est Nietzsche qui disait que la terreur était la plus belle part de l'humanité. Enfin, c'est qu'elle réveille aussi. Voilà, tout ce qui touche à la terreur m'intéresse beaucoup, surtout enfin, au cinéma, plus que dans la vie par ailleurs. Est-ce que vous allez un jour vous ferez un film d'horreur? Vous l'avez évoqué. Alors, si ça m'arrive, c'est vraiment le prochain, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Pardon, les questions, excusez-moi. Pour faire suite à la question de Yann qui vous posait, qui voulait savoir comment vous choisissez vos sujets. Vous avez dit donc le sujet c'est l'histoire d'une réunion d'une matière et d'une forme, c'est pas une idée de l'agir que l'on prend comme ça au hasard. Et donc ma question c'est comment sentez-vous que vous avez trouvé une idée solide et quel est votre état physique au moment où cette chose se décide, si tant est qu'il y ait un état physique qui va vous déterminer à jeter vos forces, comme vous dites, sur un projet qui va durer 3 ans. Est-ce qu'il y a des projets qui tombent dans l'eau et vous dépriment du fait que vous avez que j'ai des forces et voilà. Ben alors, qu'est-ce qui fait que... Alors ça, franchement, là, pour le coup, j'ai pas la réponse. Il y a à un moment, vraiment, je vais le dire aussi bêtement que ça, mais ça devient une évidence. C'est-à-dire que vous le savez, quoi, et parfois, il vaut mieux pas trop théoriser, parce que si on commence à se dire « Ah, je vais faire ça parce que ça s'écroule un peu. Mais ça devient vraiment une évidence. Dans quel état on se trouve à ce moment-là? Il y a vraiment un truc très 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 unique quand on reçoit une idée comme ça. C'est un truc d'euphorie pure, quoi. Enfin, c'est peut-être le moment où vous vous sentez le plus vivant. Il y a un truc de se sentir extrêmement vivant, de tenir cette certitude. C'est une émotion assez compliquée à décrire, mais qui est absolument géniale. Dont Mathieu Amalric parle beaucoup dans De la guerre, par exemple, cette espèce de ressenti-là, de sentiment-là. Et après, pour répondre à la dernière question, en effet, quand une idée tombe à l'eau, ça dépend si elle tombe à l'eau au bout d'une semaine, parce qu'on se dit, la semaine dernière, j'ai eu une mauvaise idée, ça va. Mais quand on va très très loin, c'est-à-dire que quand on écrit le scénario, qu'on le met en financement, que le film ne se fait pas, ça peut vous plonger dans un état de très 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 profonde dépression. Parce que j'ai écrit un petit livre qui est à la bibliothèque, qui s'appelle Film Fantôme, qui regroupe des projets pas faits. Alors, j'ai pas publié parce que je me dis qu'ils doivent être, ils ont une certaine valeur, mais en fait, quand vous avez justement une idée, vous devenez totalement obsédé. Et puis, à un moment, si tout va bien, le film se fait. Donc, on se débarrasse de cette obsession. Et dans le cas d'un film que vous n'arrivez pas à faire, l'obsession, on ne s'en débarrasse pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment des fantômes. Enfin, c'est quelque chose qui revient perpétuellement et qui revient
vous hanter et puis en fait un peu faire du mal, c'est vrai. Donc je me suis beaucoup posé la question, et ça, je parle de moi, mais c'est arrivé absolument à tous les cinéastes du monde entier. C'est tout à fait normal et fréquent dans une carrière d'avoir des projets qui ne se font pas. J'ai fait hier soir une émission de radio avec Jean-Claude Carrière, alors qui n'est pas cinéaste, qui est scénariste, mais qui disait quand même que globalement, sur tous les scénarios qu'il a écrits, il en a écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines, un tiers seulement se sont faits, le reste c'est dans des tiroirs. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait des films pas faits en fait? Voilà, c'est ça. Comment on s'en débarrasse? Il y a une possibilité qui est on récupère des bouts de films qu'on met dans d'autres, ou des idées où on éclate un petit peu, ça renaît quelque part ailleurs, ou pas. Enfin, bon, voilà, moi, j'ai fait un livre et puis une expo un petit peu autour de ça, mais donc oui, la dépression que peut vous provoquer le fait de ne pas faire un film n'a d'égal en effet que la joie que vous avez quand tout d'un coup vous accueillez cette évidence du film à faire, enfin en tout cas du film possible. Quelle urgence vous a poussé à filmer le concert d'Ingrid Cavell, qui est magnifique? Ah bah merci. Alors ça pour le coup c'était vraiment une urgence, c'est-à-dire que moi je connaissais surtout son compagnon Jean-Jacques Schull, qui m'avait invité. Elle faisait 2 concerts à la Cité de la Musique à Paris. Donc il m'a invité pour avoir le premier, et Ingrid, moi je connaissais ses disques, etc., mais je l'avais jamais vu, et puis en sortant du concert on va prendre un verre, et je lui dis, mais vraiment avec la plus grande honnêteté, j'ai jamais vu un truc, une performeuse aussi dingue, enfin c'est absolument dément, je m'attendais pas à ça, donc je lui dis vraiment avec très 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 honnêtement tout ce que j'avais ressenti. Et il me dit oui, c'est vraiment dommage parce que le spectacle étant un peu hybride, enfin il y a à la fois du Mozart, il y a, aucun directeur de théâtre n'en veut, il ne tournera pas. Et j'ai dit bêtement, bon ben j'espère au moins que vous avez une trace visuelle. Et il me dit ah non, pas du tout, spectacle vivant, pas de trace visuelle, etc. Un truc très puriste que je respecte totalement. Et puis je rentre chez moi et vers 3-4 heures du matin, il m'appelle en me disant mais en fait, est-ce que tu penses que demain, pour le 2e et dernier concert, tu peux faire quelque chose? Donc voilà, ça a été vraiment, vous avez utilisé le bon mot, c'est que voilà, dès le matin, j'ai mis en place un système de 2 caméras qui venaient d'arriver, qui étaient suffisamment sensibles pour capter à une longue distance quelque chose d'aussi sombre. Et j'ai fait un montage, mais c'était vraiment pour eux. C'était pour qu'en effet, je trouvais ça dommage que ce soit pas plus, que ça n'existe pas. Et puis un jour, on a fait une projection 3-4 ans après, privée, et il y avait un directeur de festival qui était le directeur de festival de Locarno qui était là et qui a adoré le film, et c'est devenu après ça une sorte de vrai film, puisqu'il a été montré en festival, et puis il a eu une petite carrière comme ça dans différents festivals dans le monde. Ouais. Bonsoir, je me demandais comment vous travaillez avec les acteurs, si vous passez beaucoup de temps à répéter, voilà, si vous vous inspirez aussi de ce qu'ils ont en propre chacun, enfin, voilà. Par exemple en termes de langage, de façon de s'exprimer, voilà, est-ce que vous êtes amené à réécrire les dialogues, peut-être en cours de tournage ou des choses comme ça? Ouais. C'est difficile d'avoir une réponse unique, quoi. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas de la même manière avec Jean-Pierre Léaud, Helmut Berger, qu'avec un jeune, comme il y a dans Nocturama, qui n'a jamais joué. C'est vrai qu'il y a autant de manières de travailler que vous avez de personnes en face. Il faut apprendre à connaître un peu la personne en face. Moi, j'essaie de pas trop passer par ce qu'ils adorent, c'est-à-dire la psychologie du personnage. Mais il y a toujours un moment où ils vous la demandent. Voilà, bon. Donc j'essaie de passer par... Enfin, une grande partie du travail, elle se fait évidemment avant le tournage. Une grande partie du travail, c'est d'amener l'acteur sur le plateau dans le meilleur... Je vais utiliser un mot anglais, mais je n'en vois pas mieux en français, dans le meilleur mood, dans le mood le plus proche possible du film et du personnage. Alors pour ça, ça peut passer par beaucoup de conversations,
pas forcément sur lui et sur son personnage, mais sur d'autres films, sur des musiques, sur pareil des photos, de la peinture, etc., des livres. Voilà, essayer de l'accompagner, de l'amener comme ça dans l'état d'esprit le plus proche du film. Si ça c'est réussi, après la direction d'acteur, elle est assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est plus vite, moins vite, à droite, à gauche. Enfin, si cet accompagnement préalable est vraiment bien fait. Après, les acteurs sont tellement différents. Il y a ceux qui ont de l'expérience, ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui sont intelligents, il y a ceux qui ne le sont pas. Enfin, il faut à chaque fois s'adapter. Et moi, je crois qu'entre deux prises, par exemple, vous faites une prise, il y a des corrections à faire. Ce qui est difficile, c'est que la deuxième prise va arriver 30 secondes après. Donc, on sait ce qu'on doit lui dire, mais la vraie question, c'est comment on doit le dire. Quel mot utiliser? Si on utilise un mot plutôt qu'un autre, s'il ne le comprend pas ou il le comprend mal, ça va être plus compliqué. Donc, c'est toujours trouver le bon mot qui, évidemment, ne sera pas le même pour Jean-Pierre Léaud que pour un débutant. Il y a des acteurs qui ont besoin de choses très précises physiquement, il y en a d'autres pas du tout. Donc c'est comme si vous aviez en effet un énorme trousseau de clés. Il n'y a qu'une seule clé qui rentre, il faut à peu près savoir quelle est la bonne. Mais il faut un peu avoir tout le trousseau, quoi, parce que je ne crois pas vraiment à la méthode, en fait. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait une méthode. C'est un rapport, en fait. Voilà, dans le cas de Saint-Laurent, entre le moment où j'ai choisi Gaspard Ulliel et le moment où on a tourné le film, il s'est passé 13 ou 14 mois, ce qui est un temps infini. Donc voilà, c'est évidemment pas la même chose que si des fois on trouve un acteur 3 semaines avant le tournage, c'est pas le même accompagnement. Voilà, j'ai pas vraiment répondu à votre question, mais c'est vraiment pour dire à quel point on est face à c'est une présence qu'on a en face de soi et on doit être une présence pour l'autre aussi. Et ces rapports-là s'inventent à chaque fois, quoi. Est-ce que par rapport à la psychologie, les personnages que vous mettez en scène, que vous demandez à être interprétés, en sont dénués, vous semblez être un petit peu dubitatif pour... Non, Est-ce qu'on peut se passer d'indications psychologiques? Moi, je pense, hein, je suis pas dubitatif par rapport à la psychologie, mais j'aime pas cette espèce de dictature de la psychologie pour un personnage, ni à l'écriture, ni dans le rapport à l'acteur, ni même au tournage. De toute manière, quand vous avez un personnage, il y a quelque chose qui va s'en dégager. Il y a une psychologie qui va s'en dégager. Mais elle nous échappe parfois. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. Tout à coup, vous apprenez à connaître votre personnage au fur et à mesure de l'écriture, de ce que l'acteur va lui amener et puis du montage. Mais arriver en disant, bah là, le personnage, à un moment, sa psychologie, il va penser ça, machin, etc. Moi, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je préfère plus le comportement que la psychologie. Et parfois, quand on travaille avec un acteur de manière très psychologique, eh ben, peut-être il est content parce que ça la nourrit, mais ça peut aussi le bloquer. Et je trouve ça dommage. Donc voilà, je préfère que la psychologie naisse de tout le travail fait plutôt qu'elle en soit à la base, en fait. Peut-être une dernière question, on va peut-être arrêter. Non, parce que sinon on peut, enfin ça peut durer. Moi, je voulais connaître votre relation au court-métrage. Est-ce qu'il y a parfois des films fantômes qui peuvent devenir un court, faute de mieux, ou bien est-ce que vraiment c'est tout à fait autre chose pour vous de faire un court-métrage? Non, c'est autre chose. Alors, faute de mieux, moi, je veux pas. Hein. Ça, c'est... non, la relation au court-métrage que j'ai, c'est que c'est vrai que c'est... j'aime bien et j'aime toujours, et je trouve même que c'est nécessaire pour moi, entre deux projets lourds, longs, d'avoir des projets plus courts, plus légers, dans lesquels on est beaucoup plus libre, dans lesquels il y a beaucoup moins de contraintes commerciales. Et entre chaque long métrage, en effet, j'ai continué à faire des films courts qui sont un peu comme des nouvelles. Entre deux romans, mais pour moi ce sont des films pas du tout qui sont pas du tout des films faute de mieux. Enfin, ils font vraiment partie
de ma filmographie de manière aussi importante. Par exemple, les films qui sont projetés demain, voilà, le Cindy the Talisman, il est aussi important que le Saint-Laurent pour moi. Il y en a un qui fait 15 minutes, l'autre 2h30, mais ils sont aussi importants. C'est assez difficile à faire en plus. La brièveté était vraiment un art complexe. Et je cite souvent Hemingway qui dit que quand il fait un roman, c'est qu'il a raté une nouvelle. Donc voilà, mais moi j'aime bien cette liberté qu'on a parce qu'on a beaucoup moins de contraintes commerciales et cette difficulté aussi à la brièveté. Et puis ça permet aussi d'expérimenter parce qu'on est plus libre des formes narratives qui ne marcheraient peut-être pas en effet sur 1h30 dans un marché plus conventionnel. Ouais. Mais par contre, du coup, c'est moins de contraintes économiques, mais c'est quand même des contraintes en termes de production, parce que c'est plus difficile, oui, on est à exploiter. On est c'est évidemment beaucoup moins cadré par. Donc voilà, là, si on peut parler d'un film qui passe demain, qui a été tourné à l'Opéra. En effet, il y a une espèce d'immense liberté à l'intérieur, formelle, etc. On peut faire ce qu'on veut. Mais il y a, si le film fait 20 minutes, en pourcentage, on n'est pas à 1/5 d'un budget de long métrage. Donc il y a vraiment d'autres contraintes, mais qui sont pas gênantes parce que c'est sur des durées très courtes, tout le monde fait des efforts, c'est un esprit aussi comme ça. Mais pour moi, c'est pas le film court, c'est pas un truc à la légère. Enfin, voilà, c'est pas faute de mieux. On se met dans un autre état d'esprit, oui. C'est d'autant plus remarquable parce que c'est quand même assez rare. Et c'est vrai que oui, le court-métrage, c'est un film à part entière. Oui, et c'est il ne dommage serait pas moins qu'un long. C'est dommage que ce ne soit pas vu comme tel pour plein d'autres cinéastes qui ont de l'expérience. Pour la plupart des gens, pour 90% des gens, le court-métrage, c'est l'école, c'est la carte de visite, c'est pour montrer qu'on sait faire et pour enfin passer au long. Et je trouve ça un petit peu dommage. La nouvelle, c'est pas pour passer au roman. Enfin, oui. Allez, une dernière. Vous avez parlé de vos influences cinématographiques, musicales, et je me demandais justement qu'en est-il de vos influences littéraires, parce que je sais que vous avez adapté, enfin pas réellement adapté, mais vous avez fait un film d'après Le Qui suis-je de Pier Paolo Pasolini. Donc quel est votre rapport à la littérature et vous verriez-vous adapter un autre livre par exemple? En fait, je m'aperçois que quand je fais un lien entre littérature et cinéma, quand les livres m'inspirent pour des films, c'est pas du tout des romans. Enfin, j'ai pas ce réflexe-là et je sais pas si je l'aurai un jour. Mais enfin, Qui je suis, c'est une espèce de poème autobiographique. Le De la guerre de Clausewitz, c'est un manuel de la guerre. De la guerre aussi a été assez influencé par l'écriture de bataille ou voilà, ce sont des livres qui sont pas du tout des histoires, mais qui portent en eux une immense évocation d'images, qui fabriquent des images. Voilà. Pas dans ce que ça raconte, mais dans la force qui porte en eux, la puissance de pensée qui peut m'inspirer. Et quand je suis face à un livre, beaucoup de gens adaptent des livres et c'est très bien, mais moi c'est quelque part le fait qu'il y ait déjà tellement d'histoires me pousse pas à en faire un film. Je sais pas, j'ai pas un rapport immédiat entre la littérature et le cinéma. J'ai plus un rapport à la limite avec des photos et de la musique, mais quand c'est un rapport, il vient plus de livres, on va dire de pensée ou de poésie, etc., beaucoup plus que de livres qui racontent simplement une histoire. On va peut-être s'arrêter. Je vous pose juste une dernière question. Je crois que c'est dans Où en êtes-vous, Bertrand Bonello, que vous dites je ne suis pas sûr d'aimer le cinéma tant que ça. Non, parce que alors oui, je vais toujours au cinéma, etc. Mais il y a des moments où et je m'en veux. Des fois, je perds un peu la curiosité, je perds un peu la foi. Je vois les films qui sortent et je suis là un peu web-off. Alors du coup, c'est pas les films qui sont web-off, c'est surtout certainement moi qui le suis. Mais je me dis, est-ce que j'aime toujours ça? Est-ce que c'est pas en train de chuter? Et certainement que non. C'est son propre état. Puis après,
je croise des gens qui vraiment adorent le cinéma, des dingues, etc., qui sont capables de voir toujours 5-6 films par jour, et puis encore un dernier avant d'aller se coucher. Enfin bon, voilà, moi j'ai un peu perdu ça, j'avoue. Voilà. Je pense que la phrase devait venir de cet état d'esprit. Ça, ouais. 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 D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.